un des exercices incontournables qui revient tous les ans, sans exception au moment des examens de DCG, c'est le cas pratique. Bienvenue dans l'Académie Mnémotactique, une école 100% gratuite où je vais te partager mes meilleurs conseils et ici des conseils de méthodologie. Tu pourras aussi y retrouver des cours complets en économie-gestion de manière générale et plus spécifiquement ici en fondamentaux du droit. Aujourd'hui, on va parler de comment préparer un cas pratique. Donc en fait, on va intervenir surtout sur la partie lecture du sujet et brouillon. Et si tu ne veux rien manquer des prochains cours à venir, je t'invite à t'abonner. Comme je le dis à chaque fois, le droit, ce n'est pas que des textes interminables qu'il va falloir apprendre, mais c'est aussi l'armature de l'entreprise que tu vas ensuite conseiller. Mon objectif ici, c'est le fait de te rendre compte et de comprendre ensemble que les exercices qui te sont demandés sont complexes dans un premier temps parce qu'ils sont nouveaux, mais qu'ils sont plutôt simples à décortiquer et à mettre en pratique à partir du moment où tu as eu suffisamment d'entraînement. Au niveau de la préparation du cas pratique, il y a différentes choses à faire. La première, et non des moindres, mais finalement qui est une étape indispensable, c'est la lecture du sujet, sauf qu'en soi, on est dans une lecture ici qui est active, c'est-à-dire munie de ton meilleur outil, c'est un feutre de tableau, mais tu vas comprendre l'analogie, le surligneur. Pourquoi le surligneur tout de suite ? Parce qu'en fait, il va te permettre déjà d'être actif dans ta lecture et non pas de donner l'impression que tu lis le sujet de 10 pages alors qu'en fait, tu es à moitié en train de dormir, mais de surligner les éléments qui te permettent, enfin qui te paraissent en fait à ce moment-là importants et donc qui vont permettre dans un second temps de faciliter ta lecture puisque tu vas au fur et à mesure te mettre des repères en fait visuels qui vont permettre quand tu vas lire les questions et quand tu vas devoir répondre aux différents points du sujet qui vont te permettre donc de facilement retrouver les informations grâce à ces repères visuels. En élément advance, mais là du coup si tu te sens pas prêt, le fais pas tout de suite. Ce que je trouve extrêmement efficace sur les sujets, c'est dans un premier temps vraiment de lire le sujet en diagonale et de lire tout de suite de façon plus approfondie les questions et ensuite de relire le sujet avec un surligneur par question. Alors ça nécessite d'avoir une trousse plutôt conséquente, mais c'est extrêmement important. Alors si c'est pas par question mais par mission, c'est très bien aussi, puisque souvent les questions d'une même mission vont plutôt ensemble. Donc je rappelle qu'en général dans le sujet de DCG en fondamentaux du droit, il y a 3 missions. Donc si vous avez une couleur par mission, donc 3 couleurs de surligneur, c'est déjà très bien. Et donc vous allez surligner dans le sujet et dans les annexes, les documents qui vous paraissent utiles pour répondre à ces 3 missions. Donc au niveau de la préparation, je le disais, la première étape c'est la lecture et donc dans les différentes questions qui vont vous être posées, vous allez tout de suite identifier les questions pour lesquelles on vous demande un cas pratique. Je rappelle à toutes fins utiles que vous avez 3 types d'exercices qui vous sont demandés dans les épreuves de fondamentaux du droit. Un cas pratique, un commentaire de document, principalement les commentaires d'arrêt, ou des questions de cours plus ou moins longues, plus ou moins précises. Pour ces questions-là, donc, vous allez, pour toutes les questions pour lesquelles la méthodologie du cas pratique est demandée, de fait, vous allez donc dérouler la méthode qui est la méthode habituelle, mais où finalement, quand on vous parle de cette méthode, je rappelle donc le syllogisme, c'est une méthode qu'il faut utiliser au moment de la rédaction, donc en fait sur l'étape finale. En revanche, je trouve qu'on développe pas assez la partie antérieure, c'est-à-dire pour créer un cas pratique qui soit cohérent et qui soit juste, comment est-ce qu'il faut que je réfléchisse ? Alors au niveau des étapes, derrière, donc quand vous avez bien sûr lu, identifié la question, et que vous avez relevé les informations importantes, ces 2 éléments-là vont vous permettre dans un premier temps d'identifier quelle est la problématique. Donc, je rappelle, en fait, la problématique, ça va être la question de droit, plutôt générale, qui vous est posée par l'intermédiaire de ce cas pratique-là. Je vous conseille, là, pour la phase de brouillon, de commencer par le cas pratique, et je vous explique tout de suite pourquoi. En fait, la première étape que vous allez rédiger, donc je le rappelle, si vous voulez, n'hésitez pas à retourner dans d'autres vidéos dans lesquelles j'en ai parlé plus en détail, mais la première étape que vous rédigez, c'est ce qu'on appelle la qualification juridique, c'est-à-dire la transposition des informations qui vous sont données dans le sujet en vocabulaire juridique. Cette phase-là implique 2 étapes cumulatives, et d'ailleurs vous la faites dans l'ordre que vous voulez. La première étape, c'est un tri d'informations.
dans laquelle en fait vous n'allez conserver que les éléments qui sont utiles pour répondre à la problématique. La deuxième étape, c'est le fait de présenter ces informations essentielles avec le vocabulaire juridique. Du coup, comme je l'expliquais, la première phase, c'est une phase de tri d'informations puisque vous n'allez conserver que ce qui vous est utile pour répondre à votre question. Si je le dis dans un contexte professionnel, c'est le fait d'avoir un rendez-vous client avec une personne qui va venir avec tout son bagage, toutes ses explications, toute sa vie, et pour lequel il va falloir à la fois poser des questions et collecter les informations qui vous permettent de répondre aux problèmes qui vous indiquent. Donc en fait, sur cette phase-là, le problème qui vous est indiqué, dans le cas d'un examen, il est indiqué par la question. Donc le fait d'avoir la question, vous savez en fait sur quel type de problème juridique il faut aller, et donc du coup, ce qu'on va vous demander d'analyser, d'identifier. Donc je trouve que c'est pertinent de commencer par l'identification de la problématique juridique pour cette fameuse phase de tri que vous devez réaliser dans le cadre de la qualification, puisqu'en fait, c'est beaucoup plus simple de trier les informations quand vous savez pourquoi vous les triez. Quand vous voulez le faire à l'inverse et que vous me faites une qualification juridique sans avoir au préalable bien déterminé quel est le problème qu'on vous pose, vous allez conserver forcément des informations qui sont inutiles. Donc première chose, en fait ça vient alourdir la lecture de votre cas. En soi, du coup, on n'est pas sûr que vous ayez bien compris la situation, puisqu'en fait vous nous donnez des informations qui servent à rien. Et d'un côté purement pratico-pratique, vous perdez du temps à recopier des informations qui en soi ne servent à rien et ne vous feront gagner aucun point. Donc commencez par la problématique au brouillon et ensuite vous remontez et vous reprenez les informations. En général, ce que je faisais moi, c'est que dans mon sujet, je barrais toutes les informations qui me paraissaient inutiles. Je le fais encore comme ça quand on fait des cas pratiques avec mes étudiants. On prend le sujet de base, alors bien sûr là c'est pas du numérique donc c'est plus compliqué, mais vous barrez tout ce qui vous paraît inutile pour répondre à cette question-là. Donc faites attention, barrez-le au crayon de papier, parce qu'après si vous n'arrivez plus à lire le sujet c'est quand même compliqué. Mais vous barrez tout ce qui vous paraît inutile pour répondre à cette question-là, vous conservez que ce qui reste, vous le recopiez, et ensuite vous reformulez. Il faut à la fois reformuler les phrases, pour donner l'impression que vous ne faites pas de paraphrase. En plus de ça, avec tout ce que vous allez enlever, il y a peut-être des choses que vous allez être capable de rassembler, des phrases que vous allez pouvoir remodeler pour que ce soit plus fluide et plus facile à lire. Et à côté de ça, quand vous avez terminé cette partie-là, et que vous avez un paragraphe en général qui est relativement court, vous allez rajouter tout ce qui est qualification juridique à proprement parler. La qualification juridique, donc je le rappelle, c'est le fait effectivement de rajouter tout le vocabulaire juridique qui est essentiel pour comprendre la situation. Et pourquoi on le fait ? Parce que dans toutes les vidéos qu'on fait ensemble depuis le début, vous avez compris que un régime juridique, des règles juridiques, ça dépend en fait de la situation dans laquelle on se trouve. Si on a des branches du droit, c'est bien parce que le régime juridique, il n'est pas identique en droit civil qu'en droit pénal. Donc le fait de qualifier juridiquement, ça va permettre ensuite que vous déduisiez les règles juridiques qui découlent de la situation. Donc si je dois donner des exemples, le fait de dire que A vendu à B, ça veut dire que c'est un contrat de vente. Si c'est A, personne physique, qui a vendu à B, personne physique, vous le dites. Si c'est des sociétés, vous dites que c'est des personnes morales. Si y a un événement qui fait que l'un des deux a vécu un préjudice, il y aura sans doute une question de responsabilité. Donc il faut sans doute que le terme préjudice apparaisse quelque part, etc., etc., etc. Donc en fait, tous les termes que vous avez vus, à partir du moment où ils sont utiles, doivent apparaître dans votre qualification juridique. Si on vous parle d'un conflit entre deux personnes qui veulent amener en justice, à ce moment-là, on parle sans doute plutôt de litige. Si c'est un contrat de vente, dites-moi si c'est un contrat unilatéral ou synallagmatique, unilatéral ou bilatéral, si le terme pour l'instant vous est étranger. Dites-moi si c'est un contrat à titre gratuit, à titre onéreux. Dites-moi si, selon le type d'acte, si c'est un acte de conservation, d'administration, de disposition, etc., etc., etc. Donc vous donnez toutes les informations qui vont vous permettre derrière, à la fois, mine de rien, de montrer vos connaissances, parce que je rappelle quand même que c'est une évaluation, mais surtout de les montrer à bon escient, donc c'est-à-dire de ne pas être hors sujet,
et de ne pas étaler toutes les connaissances de tout ce que vous savez en droit si ça n'a rien à voir avec le sujet. Donc je disais, donc la question, les informations importantes, ça vous permet donc de déterminer la problématique. Donc ça c'est l'ordre dans lequel vous faites votre brouillon. Ensuite, vous faites votre qualification juridique. Et ensuite, vous déroulez votre cas pratique de la manière classique, c'est-à-dire les règles de droit, l'application aux faits et la conclusion. Au niveau des règles de droit, là aussi un écueil qu'on voit parfois, c'est qu'il arrive régulièrement que vous ayez des détails qui vous sont donnés au niveau des documents. Faites attention de ne pas vous cantonner aux documents, c'est-à-dire qu'il est indispensable que vous maîtrisiez votre cours et vous ne pouvez pas attendre des documents qui vous donnent les réponses. Donc en fait, une partie des règles de droit ne seront pas indiquées dans les documents et doivent exclusivement provenir de votre cours. Les documents sont là en général pour vous donner un point de précision ou parce que dans la situation qui vous est donnée dans le cas, il y a une exception qui probablement n'a pas été vue en classe. Donc règles de droit à identifier. À la fois, vous pouvez faire 2 colonnes d'ailleurs sur cette partie-là quand vous faites votre brouillon, à la fois des documents et de vos connaissances personnelles. Donc faites les 2 colonnes et vous mettez en lien à chaque fois ce qui vous revient en mémoire par rapport à votre cours. Pour l'application aux faits et la conclusion, quand vous avez les règles de droit, en général, c'est à peu près comme ça que ça se construit. Vous avez un terme central que vous commencez par définir. S'il y a un terme juridique, vous le définissez. Je répète, s'il y a un terme juridique, vous le définissez. Donc, vous faites la définition d'un terme particulier. Donc, par exemple, un contrat est une manifestation de volonté entre 2 personnes par laquelle une personne... ensuite, vous déterminez, par exemple, les critères les conditions de formation du contrat. Un contrat valable est réalisé avec le consentement des parties, la capacité des parties. Ensuite, vous donnez les conditions. Le consentement des parties signifie que le consentement est libre et éclairé. Un consentement libre signifie un consentement exempt de vice, donc en fait, vous listez les conditions. Donc 3 étapes. Vous définissez le terme, vous donnez les conditions éventuelles, vous donnez les exceptions éventuelles. Ce qui fait que quand vous faites l'application aux faits, arrêtez de vouloir aller trop vite. On est dans une application comme le ferait un avocat ou un juge, c'est-à-dire qu'il faut vérifier point par point qu'on se situe dans la situation qui est énoncée dans la règle de droit. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que potentiellement vous êtes en train de me dire « Ah oui, le contrat était valable », alors que si ça se trouve, c'est même pas un contrat, parce que ça rentre pas dans les critères, et donc en fait, il n'y a pas eu les étapes de réalisation d'un contrat. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que ça voudrait dire que la solution que vous proposez à la fin, dans le cas pratique, mais surtout à vos clients, manque de rigueur, et donc que vous dites quelque chose à la fin qui est complètement faux. Donc on fait doucement sur l'application aux faits, en vérifiant à la fois qu'on répond à la définition, qu'on répond aux critères et qu'on n'est pas dans les exceptions. Si on est dans une exception, du coup, en conclusion, on expliquera le régime qu'il y a pour ces exceptions-là, et donc seulement à la fin, soit dans un sens, soit dans l'autre, on conclut. De manière générale, en soi, si vous voulez, les étapes, elles sont pas compliquées. La première chose, c'est que c'est long de faire un cas pratique parce qu'on ne fait pas la justice en claquant des doigts, et je pense que ça, vous en êtes plutôt content. Donc, il faut que vous puissiez acquérir cette compétence juridique et ce raisonnement, qui est un raisonnement logique, méthodique, progressif, et pour ça, il faut vous entraîner. La dernière chose que j'avais à vous dire par rapport à ça, c'est que je dis d'ailleurs tout le temps à mes étudiants, je suis désolée pour le coup, mais c'est que en fait il y a différents niveaux de maîtrise d'un cours en DCG et sur des cours de droit notamment. Vous avez l'élève modèle qui va apprendre son cours par cœur en étant persuadé que c'est un gage de réussite. En droit, ça ne fonctionne pas, puisque c'est nécessaire d'avoir un socle de connaissances presque encyclopédique minimum. Plus vous en connaissez, plus vous connaissez les définitions, plus vous avez appris les régimes, plus vous avez la structure du cours dans votre tête, mieux c'est. Donc faites-vous des plans de cours, faites-vous des schémas, faites-vous des flashcards avec les définitions, c'est parfait. Par contre, quelqu'un qui a une encyclopédie en fondamentaux du droit, ça ne veut pas dire qu'il va réussir au niveau des exercices, puisqu'il faut être capable
d'appliquer les règles juridiques. Un juriste, c'est une personne de l'action, donc qui est capable d'utiliser des règles juridiques pour répondre à un problème. Problème d'un client, problème de quelqu'un dans une situation. Et donc, le travail du juriste, et vous aussi dans votre métier d'expertise comptable, ça va être votre capacité à utiliser vos connaissances pour répondre à une problématique. Et là, on est sur un niveau de maîtrise qui est complètement différent. Parce que vous pouvez être la meilleure encyclopédie du monde, si vous n'avez pas appris à appliquer et si vous n'avez pas acquis le raisonnement rigoureux, ça ne fonctionnera pas. Donc bien sûr, apprenez, surtout comprenez ce qu'on vous dit, et il faut avoir ce juste dosage et la bonne balance entre les deux pour être capable de faire un raisonnement juridique de qualité. Donc pour ça, faites un maximum d'exercices, de cas pratiques, regardez bien les sujets des années précédentes, vous avez des précieux conseils, il y a des rapports de jury qui sortent tous les ans avec ce qui a été valorisé sur les copies et ce qui a été au contraire critiqué sur les copies et qui reviennent régulièrement. Tenez en compte aussi de ces remarques, c'est une bible, ces documents-là, vous avez tout ce que les jurys ont relevé sur les copies et vous avez du coup des conseils derrière sur les présentations, ce qui était attendu sur le fond, sur la forme, etc. Donc sur ce dernier point, vraiment, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Vous avez des cas dans différents manuels. En général, vous en utilisez un en classe. Vous en faites d'autres éventuellement avec vos enseignants. N'hésitez pas à en chercher certains sur Internet, à les faire corriger, à prendre les sujets donc, des années précédentes, à les faire entre vous, parce qu'il n'y a rien de plus important que l'entraînement et la quantité d'informations dans votre programme ne permet pas forcément d'en faire énormément en classe. Pour autant, si vous voulez être sûr d'arriver armé à l'épreuve, il faut le faire. Je vous souhaite de bon courage pour vos épreuves de fin d'année. Ça va le faire. Il va falloir bosser régulièrement, mais c'est tout à fait faisable. Et à bientôt pour de nouvelles conseils de méthodo.